Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Et en parlant de Internet, nous allons également parler d'un phénomène. Il s'agit de la répétition. On dit d'elle qu'elle est pédagogique, mais est-ce vraiment le cas? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission avec mes invités du jour. Pas loin de la première thématique, la deuxième, elle, parlera de la colère. Est-ce possible de ne jamais s'énerver, se mettre en colère? Est-ce que se mettre en colère est signe de faiblesse ou plutôt signe de protection? Des éléments de réponse également en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur ce plateau Génération News. Il s'agit évidemment de Exaucé. Exaucé, vous êtes étudiant en réseau informatique. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci. Nous avons en face de vous, mon cher Exaucé, Ruben. Vous êtes étudiant en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci à vous. Nous avons également le plaisir de recevoir une nouvelle. Vous êtes nouveaux également, mes amis, sur ce plateau Génération News. Nous avons une nouvelle sur ce plateau. Il s'agit de Herva. Herva, vous êtes étudiante en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci. Et on termine avec une habituée de ce plateau Génération News, Monica, étudiante en droit. Réel plaisir, évidemment, de te recevoir sur ce plateau comme d'habitude. Toujours un plaisir, merci. Les amis, nous allons tout de suite aborder la première thématique. On parle de la répétition. Exaucé, je me tourne vers toi. Déjà, avant d'entrer en profondeur, peut-être définir déjà un petit peu les mots-clés, en l'occurrence la répétition. Quelle définition donnes-tu à la répétition et pourquoi dit-on, certaines personnes disent en tout cas que la répétition est pédagogique? Pourquoi, selon toi? Merci pour la parole. Le mot répétition vient du verbe répéter et lorsqu'on peut le décortiquer en quelques mots, la répétition c'est juste annoncer quelqu'un une consigne déjà donnée et c'est ce que je pourrais dire sur le mot répétition. Donc informer à la personne une consigne donnée pour que ce dernier puisse comprendre le pourquoi on ne veut pas qu'il soit désorienté si c'est une consigne. Une orientation, un conseil. Voilà, effectivement, c'est ça. Une information. Et c'est à cause de toutes ces choses que tu viens d'évoquer qu'on dit de la répétition qu'elle est pédagogique ou bien? Bien évidemment, elle est pédagogique parce que se répéter en soi-même déjà, c'est une bonne chose parce qu'il faut réfléchir avant de dire quelque chose pour ne pas vexer son fils, sa fille ou un parent. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, là où nous sommes, si tu ne prends pas en compte ce que tu dis toi-même, tu peux vexer quelqu'un sans se rendre compte que tu as sorti un truc qu'il n'a pas. Donc du coup, tu dois d'abord te répéter toi-même en soi avant de donner une information à quelqu'un pour ne pas embrouiller celui qui est en face de toi. Donc ce que je pourrais peut-être ajouter sur ce contexte de la répétition, des fois, c'est pas mauvais de répéter quelque chose à quelqu'un juste pour son bien. Donc, c'est un peu ça. On va peut-être revenir sur, effectivement, Ruben, ce que Exaucé vient de dire. On parle de la répétition. C'est vrai que est-ce que le fait de se répéter, à un moment donné, ce n'est pas un peu épuisant, j'ai envie de dire? Bon, alors, personnellement, je ne pense pas véritablement que ce soit épuisant de se répéter. D'autant plus que, prenons mon exemple personnel, je suis quelqu'un qui a cette habitude-là de beaucoup revenir sur certaines choses. D'accord. Parce que vous savez, de nos jours, avec tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a à apprendre, tout ce qu'on a à retenir, c'est pas facile du jour au lendemain d'avoir une information et d'automatiquement la maîtriser. C'est pourquoi je pense qu'il est judicieux de revenir à chaque fois sur cette information, essayer d'emmagasiner à chaque fois le maximum, s'assurer véritablement que l'information soit verrouillée, de sorte véritablement qu'elle soit utile à tout ce qu'on a à faire. Donc je suis d'avis que la répétition, elle est effectivement pédagogique et personnellement, je n'y vois aucun inconvénient à cela. Oui, mais est-ce que, Monica, est-ce que c'est pas épuisant pour la personne qui se répète à chaque fois et bénéfique pour la personne qui reçoit 2, 3, 4 fois la même information? Alors, en effet, ça peut être un peu épuisant, du moins éreintant. Parce que, en fait, du fait d'entendre à chaque fois la même chose, généralement, la réaction qui est créée, c'est l'agacement chez les personnes en face de nous. Donc, l'interlocuteur peut très vite être agacé, se disant qu'il a déjà perçu l'information, assimilée. Mais on se rend compte souvent que c'est une erreur que de penser que le dire une fois suffira. Souvent, on oublie, souvent, on fait preuve de nonchalance, de négligence. Et le fait de répéter, en fait, engage notre cerveau à enregistrer l'information
pour ne pas la perdre en fait par la suite. Ouais. Donc ça peut être dérangeant, mais je pense que c'est important. Herva, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans un cas de figure similaire, c'est-à-dire où tu dois devoir répéter la même information à quelqu'un? Est-ce que tu te dis un peu à l'image de ce que vient de souligner Monica, c'est dans le sens de, voilà, on va dire, de civiliser notre cerveau pour qu'il puisse capter l'information, l'enregistrer, ou bien tu te dis, bon voilà, c'est énervant, j'ai répété 2 fois, c'est bon, c'est largement suffisant. Tout à fait. Parfois, il m'arrive de répéter, mais après, je me dis que répéter à chaque fois, c'est quand même assez lourd, parce qu'à chaque fois, tu vas répéter la même chose, c'est un peu très lourd, mais je me dis que c'est quand même bénéfique, si ça peut aider la personne à mieux comprendre et certainement à vite faire la chose, je me dis que c'est bénéfique. Et comment tu te comportes face aux personnes qui sont un peu réfractaires à l'idée de recevoir 6 fois la même information? Est-ce qu'il y a une méthodologie pour faire facilement comprendre? Est-ce que la répétition, c'est vraiment l'outil, on parle de pédagogie, pardon, mais est-ce que c'est vraiment le seul outil qui puisse nous aider à vraiment faire comprendre à la personne, à notre interlocuteur en face, une information? Est-ce qu'on est tout le temps obligé de se répéter? Bon, pour ma part, déjà, j'aime pas trop répéter la même chose. Si j'ai répété 2 fois, après, il arrive que je peux me fâcher avec les autres. Et une fois, je me suis énervée ou je me suis fâchée, la personne comprendra que là, franchement, ça ne valait pas le coup d'attendre que je puisse répéter plusieurs fois avant de faire la chose que je voulais. Du coup, la répétition, si je comprends bien, Exaucé, c'est un schéma qui nous permet justement de travailler notre cerveau, d'aider notre cerveau à mieux assimiler certaines informations. Mais est-ce qu'il n'y a pas des risques aussi à ce niveau-là? C'est vrai que ça nous aide à schématiser, à structurer un peu nos idées, mais partons d'une répétition qui ne porte pas ses fruits. Comment analyser cette répétition-là? Le fait de se répéter à plusieurs reprises, mais au finish, il n'y a pas les résultats attendus. Bon, ça dépend du contexte, déjà pour commencer, parce que quand tu répètes tout le temps quelque chose à quelqu'un et que la personne ne prend pas cela en considération, c'est que la personne n'est pas prête. Donc il faut essayer d'étudier le mental de la personne, le moral de la personne. Est-ce que si je lui dis ça maintenant, là, à l'instant, il va capter ou il ne va pas capter? Donc du coup, il faut piocher dans la personne. On peut être grand d'âge, mais on a du mal à comprendre. Non, en fait, il faut adapter la répétition en fonction de la personne en face de nous. C'est bien ça. C'est ce que je pourrais dire dans ce sens. D'accord. Mais est-ce que du coup, il y a plusieurs répétitions, il y a plusieurs manières de... Ruben, ou bien la répétition, elle est universelle? Alors déjà, je vais rejoindre Exaucé dans son propos en disant qu'effectivement, la répétition doit s'adapter au contexte. Parce que vous savez, il y a certaines personnes qui peut vous sembler vouloir comprendre quelque chose, mais en allant dans le fond, vous allez vous rendre compte que le moment n'est pas approprié ou soit que la personne n'est pas disposée. Donc je pense véritablement qu'il est important d'étudier le contexte, d'étudier même l'humeur de la personne avant de s'engager dans une répétition. Alors pour ce qui est des méthodes de répétition, je ne dirais pas qu'il en existe une seule manière de procéder, parce que tout dépend. Est-ce qu'on est par exemple dans le cadre éducatif? Est-ce que c'est dans le cadre professionnel? Est-ce qu'aujourd'hui il y a plusieurs éléments, plusieurs domaines de la vie où la répétition, elle peut être utile pour pouvoir transmettre ou bien faire passer une information? Alors, personnellement, je veux toujours revenir sur mon cas parce que c'est une méthode que j'affectionne beaucoup, la répétition. Parce qu'il nous est arrivé, nous tous, d'être face à des situations où on te pose une question, par exemple dans le cadre de l'école. Et là, tu te rends compte que cette chose, pourtant, je semblais l'avoir maîtrisée l'an dernier, mais aujourd'hui, comment elle a pu m'échapper? Pourquoi? Parce qu'on a juste voulu recevoir l'information pour un moment précis. Alors qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il est véritablement nécessaire de pouvoir emmagasiner l'information, non pas juste pour un moment, mais pour que cela puisse rester. Et vraiment, je veux également souligner mon propos en disant que 2 valent mieux qu'1. Donc, une seule méthode de répétition, je ne pense pas qu'il en existe une seule. Je suis d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il existe plusieurs méthodes de répétition, mais qui va s'adapter bien évidemment selon la personne, selon le contexte et selon la thématique qui est développée. Alors effectivement, vous avez parlé, Ruben, de 2 points. Je vais m'arrêter sur le premier point. On va peut-être axer un petit peu la répétition sur une forme éducative. On parlait en famille, par exemple, Herva, est-ce que la répétition, c'est quelque chose, on va dire, qui était bien installé dans la famille, chez papa ou comme chez maman? Est-ce qu'il y avait toujours un peu cette envie de vous faire répéter les mêmes choses, par exemple? Oui, surtout avec maman.
parce que c'était pas facile. À chaque fois, il fallait se répéter, par exemple, pour... les tâches ménagères, voilà, par exemple. Les tâches ménagères. Ouais. À chaque fois, il fallait revenir. Elle pouvait sortir. En sortant, elle va dire, bon, Herva, quand je sors, si je reviens, je vais trouver les assiettes propres. Et là, ça n'entrait pas forcément au premier coup. Il fallait répéter. Et pourquoi ça n'entrait pas au premier coup? Nous sommes jeunes, donc dans la tête, il y a les jeux et tout. Que je me réveille, ce que je veux juste faire, c'est aller jouer avec les autres. Donc facilement, ça ne pouvait pas entrer au premier coup. Donc c'était un peu ça. Il fallait qu'elle se répète à chaque fois pour nous emmener à faire les tâches ménagères. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu évites systématiquement, c'est-à-dire éviter par exemple que maman ne se répète sur quelque chose? Est-ce que tu as mis en place toi des mécanismes pour, ou bien si elle a parlé une fois, tu t'exécutes pour éviter qu'elle revienne à nouveau te donner la même information? Oui, parce que déjà moi j'aime pas aussi me répéter, j'aime pas quand par exemple je vais sortir de la maison, je vais laisser les autres. Et tu sors, en sortant, tu vas trouver quelque chose. Si tu demandes par exemple à Monica de préparer, tu reviens, elle n'a pas préparé. Ça va forcément m'énerver, donc c'est un peu ça, mais j'évite au maximum. Je me dis que si elle demande de faire quelque chose, je préfère le faire maintenant. Au moins, j'essaie de me débarrasser de ça rapidement. Et enfin, pas se débarrasser, mais disons de remplir la tâche. De remplir facilement, et après, je peux vaquer à mes occupations, faire ce que je veux. D'accord. Elle s'appelle comment, maman? Maman Christine. Maman Christine, voilà. Donc on salue Maman Christine, qu'elle ne s'inquiète pas, c'est fait. Herva met en place en tout cas des mécanismes pour éviter cette répétition. Monica, Ruben a parlé tout à l'heure du monde professionnel. Justement, quel pourrait être l'impact de la répétition dans le monde professionnel? Parce qu'effectivement, dans le monde professionnel, on a cette sensation de faire la même chose tout le temps. Est-ce que ça aussi, ça peut pas un petit peu nous lasser? Quel pourrait être l'impact de la répétition en milieu professionnel? D'accord. Alors en milieu professionnel, je dirais que l'impact peut être binaire. Pourquoi? Parce que le premier impact, c'est le fait justement d'assimiler l'activité. Si tu commences dans une entreprise, je ne sais pas, en tant que comptable, le fait de reproduire à chaque fois les mêmes calculs, les mêmes méthodes te fait facilement assimiler le processus, sinon la méthode, ce qui fait que le travail est forcément à un moment donné plus rapide, plus prompt, plus efficace aussi, si on peut dire. Après, oui, il y a cette lassitude qui peut intervenir à un moment donné. Je pense qu'il y a tellement de personnes qui se plaignent de leur boulot, de leur emploi. Oui, c'est l'éternel recommencement. Ça devient lassant, on veut faire autre chose, on veut du renouveau. Oui, c'est bien possible, mais bon, je pense que dans le cadre professionnel, il faut savoir agrémenter ses journées. Aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes qui existent pour faire de la comptabilité. En fait, je pense que chaque activité est revisitée pour apporter du renouveau en entreprise. Donc, et garder en haleine l'employé. Voilà. Ouais, ça c'est plutôt intéressant. Exaucé, en préparant effectivement l'émission, il est dit que la répétition, elle est moins, on va dire, accueillie, acceptée par les jeunes. Pourquoi selon toi? Chez les plus petits, apparemment, ça va. C'est une forme d'éducation. Mais on a l'impression que cette éducation est mal accueillie par les jeunes. Bon, les jeunes d'aujourd'hui sont contre la répétition. Ils se disent qu'ils préfèrent faire les choses à leur guise. Nous qui sommes passés là avant eux, apparemment, on n'y connaît rien et ils connaissent plus que nous. Donc quand tu veux vouloir... Non, mais c'est vrai, c'est le sentiment. C'est le sentiment qu'on a avec les plus jeunes en général. Quand tu lui dis... on prend ce chemin parce que moi, à ton âge, je suis passé par là, regarde les méfaits, ça, je te dis, qu'est-ce que tu veux me montrer? Donc il se connaît déjà lui-même, donc pour lui, c'est très très agaçant que celui qui est devant nous lui dise de faire quelque chose. Donc aujourd'hui, cette génération ne veut même pas entendre parler de quelque chose, ils préfèrent eux-mêmes découvrir cette chose-là. Et voilà, donc quand tu lui répètes que la cigarette, par exemple, pour le cas de la cigarette, ce n'est pas bien, regarde les méfaits, regarde ci, regarde ça, il te dit qu'est-ce que tu veux me démontrer de A à Z. J'ai mon collègue, lui prend, il n'est jamais tombé malade et tout. Donc du coup, ça va faire entre vous un débat inutile. Donc vraiment, pour moi, je suis... Certains sont réfractaires un petit peu à l'idée d'entendre 2 fois, 3 fois le même conseil, la même répétition. Ruben, ça veut dire quoi? On est dans une philosophie de les conséquences conseillent mieux que les conseils? Oui, effectivement, j'irais également dans ce sens te dire qu'effectivement, les conséquences semblent conseiller mieux que les conseils.
Parce que de nos jours, avec l'ouverture qu'on a sur le monde, notamment à travers les réseaux sociaux, à travers la technologie, certaines personnes semblent ou bien montrent qu'elles maîtrisent aujourd'hui beaucoup plus de choses. Et ça rejoint parfaitement ce qu'Exaucé disait à l'instant. Du coup, lorsqu'une personne semble ne pas accepter la répétition, lorsqu'une personne semble ne pas vouloir valider une information que tu lui transmets, bah, la meilleure des choses, c'est de la laisser aller droit dans le mur et de revenir vers toi pour te dire bah, j'ai réfléchi et au final, c'est toi qui avais raison. Parce qu'il nous est arrivé à nous tous d'être face à des situations où, bien évidemment, tu reçois l'information à plusieurs reprises et tu te sens agacé du coup. Ouais. Mais lorsque tu arrives, tu te dis, bah tiens, un jour maman me l'avait dit. Et aujourd'hui, pour la plupart des étudiants qui sont ici à Dakar, bah, certains, ils ont eu la grâce de grandir par exemple avec leurs parents, de grandir avec des grands frères, des tantes avec qui on a inculqué certaines valeurs. Notamment, il faut cuisiner, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et lorsqu'ils arrivent ici, ils se disent « Waouh, mais c'était merveilleux qu'on m'ait beaucoup inculqué ces valeurs, que mes parents soient revenus longuement dessus parce qu'aujourd'hui, ça me sert vraiment. » Et aussi, Régis, tu sais, parfois, ce n'est pas facile pour la personne qui reçoit l'information d'accepter qu'on revienne dessus. Oui. Parce qu'il nous est arrivé également, je prends toujours le cas général, où tu sembles avoir une information que tu maîtrises et là, tu as la personne qui revient vers toi qui semble insister dessus, ça peut être irritant. Donc, c'est vrai. Des fois, c'est perçu comme un manque de considération, de respect même parfois, parce qu'on a tendance à sortir cette phrase qui dit « c'est bon, j'ai compris, j'ai l'information », deux fois pour… Effectivement. Pas besoin de lui répéter ça, et puis le temps que la personne même sort ça, et tu sens que… Non, c'est la personne en colère. En colère, voilà. C'est vraiment un agacement, la personne a envie de passer à autre chose, enfin pas se débarrasser, un peu comme Herva qui se débarrasse. Qui se débarrasse des tâches, mais la personne a envie de passer automatiquement et systématiquement à autre chose. Herva, par rapport à ça, de ce que vient d'annoncer l'argument en tout cas de notre ami Ruben qui parlait effectivement de cette forme d'indépendance, est-ce que la répétition concourt justement à ça, à développer notre forme d'indépendance? À la maison, sûrement maman Christine te disait Herva, il faudrait que tu prépares tous les matins, et si tu es seul, du coup bah, tu prépares. Est-ce que cette répétition, à l'image de ce que vient de dénoncer Ruben, concourt à notre indépendance? Oui, je dirais que la répétition concourt à notre indépendance, comme Ruben pouvait si bien le dire. Quand on était avec, j'en connais plusieurs qui sont ici, bah, qui ne savent même pas mettre une marmite au feu, tout ça parce que quand les parents parlaient, oh non, il faut aller préparer, c'est ton tour. Oh je me souviens, on avait un programme qui était toujours collé derrière la porte de la cuisine, là, voilà, où qui disait, bah, Herva, tu prépares le lundi, Exaucé le mardi, mais on avait toujours des frères et des sœurs qui, malheureusement, sautaient des jours. Et voilà, c'est ceux-là, en tout cas, aujourd'hui, qui ont du mal à mettre la marmite au feu. C'est ça. Ouais. Mais je me dis qu'à force d'insister, à force de demander à l'enfant de faire tout le temps, je me dis que ça peut être bénéfique pour l'enfant. Mon exemple, moi, je suis une très bonne cuisinière. D'accord. On dit merci à maman Christine alors. Merci à maman Christine. Bah, tu invites toute l'équipe de Génération News, de Média. Et puis voilà, on va juger, on va déguster et on donnera une note à la fin. Effectivement, donc oui, ça t'a vraiment aidé, cette répétition de papa, maman, dans la famille, ça t'a vraiment aidé d'être la femme que tu es aujourd'hui, indépendante, mais surtout indépendante, mais structurée, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. Donc là, je remercie également mon père, parce qu'avec lui, c'était pas facile. À chaque fois, il fallait cogner. Il y a des moments où il me frappait même, parce que quand il me demandait de faire quelque chose… Bon, c'était les petites corrections, voilà, c'est pour corriger certaines choses. Ouais. Voilà, et vraiment, franchement… au départ, ça agaçait, comme Ruben disait. À chaque fois, il doit venir te dire fais ceci, fais cela. Ça agaçait, mais plus tard, on se dit que vraiment c'est bénéfique parce que grâce à ça, au moins on sait que bon, si je mets les pieds à tel endroit, voici comment je dois me comporter et tout ça. Donc c'est un peu ça. Sinon, franchement, je me dis que c'est très bénéfique pour surtout nous les jeunes. D'accord. Justement, Monica, vous êtes jeune. Elle a évoqué un point, c'est l'éducation, parce qu'on l'a souligné, effectivement, la répétition rime avec éducation. On a parlé de ce côté pédagogique, mais qu'en est-il de l'éducation en famille? Tout à l'heure, on a parlé de la correction un petit peu. Bon, papa, apparemment, il donnait la chicotte à la place de la carotte parfois. Mais je veux dire, est-ce que cette éducation-là, cette forme d'éducation rime nécessairement avec la répétition? Est-ce qu'on ne peut pas demander à un enfant de reprendre la même chose sans forcément passer par la case punition? Bon, je pense c'est possible de le faire.
Après, comme on l'a dit en début d'émission, il faut savoir jauger, sinon discerner la qualité de la personne en face de nous. Oui, mais donc ça veut dire si on a un enfant têtu, il faut insister. Il faut insister. Mais sur la répétition, mais pas forcément passer par la case sanction. D'accord. Mais au moins, on sait que c'est didactique en fait, que d'inscrire l'information dans l'esprit de l'enfant, il saura. Et puis vous savez, vous dites à un enfant de 7 ans, tous les matins, vous lui dites qu'à 11h, tu dois avoir fait ta douche, avoir fait ton petit déjeuner, etc. Bon, je pense qu'à un moment donné, au bout d'une semaine, il s'adapte. Ouais. Le fait d'entendre la même chose, c'est comme une chanson. Aujourd'hui, quand on entend une chanson, même sans le vouloir, le fait de l'entendre tous les jours... On a les paroles en tête qui viendront... Ça reste dans notre esprit. Ouais. Voilà, donc c'est didactique et ça aide. Maintenant, après, vous savez, il y en a comme nous qui sont durs d'oreille. Ça viendra avec le temps. Ouais. Et peut-être d'autres méthodes, on l'a dit tout à l'heure. Ouais, voilà. Bah c'est vrai qu'on l'a pas. Justement, en parlant d'autres méthodes, Ruben, tu pensais à quoi au-delà effectivement de la punition, de la sanction, et ça a été le cas de Herva, elle est passée par là. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a une autre manière? Il faut verser dans la diplomatie, par exemple, ou je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres manières assez simples? Pas simpliste, mais d'emmener l'enfant à comprendre au-delà de se répéter à plusieurs reprises. Oui, effectivement, Régis, parce que particulièrement on prend beaucoup le cas des Occidentaux. Si vous remarquez, même les chaînes de télévision des animés des enfants, généralement c'est dans la musique, dans l'ambiance, que les enfants sont en train de se voir maîtriser certaines informations. Et il faut aller sous un ton ludique. Oui, effectivement. D'accord. Effectivement, c'est surtout dans ce sens-là. Parce que moi, j'ai mon neveu qui aujourd'hui à 9 ans. Il s'appelle comment? Il s'appelle Désir. Désir. Je l'aime beaucoup. Bon, d'accord. Le prénom déjà, ça va, il est très désiré. Désir. Oui, effectivement. Bon, effectivement. Et donc, pour avoir suivi un petit peu l'évolution de ce garçon, au début, ça n'a pas été facile pour sa maman. Elle a essayé un peu plusieurs méthodes pour essayer de valider l'information. Elle est passée par la diplomatie, elle est passée par la correction, mais cela ne semblait pas passer. Et donc, elle s'est dit, pourquoi ne pas essayer autre chose? Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à aller dans le sens de s'amuser, de participer un petit peu avec l'enfant, à s'assurer que l'information soit validée. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le fait de répéter, le fait de mettre en valeur la répétition dans le sens de s'amuser, particulièrement par la musique, pourquoi même pas par le sport? Il y a plusieurs méthodes exactement, même des sorties en famille, aller au cinéma par exemple. Ça permet d'aujourd'hui de faire passer l'information, de s'assurer qu'aujourd'hui l'enfant puisse avoir cette maîtrise. Et je vous assure qu'aujourd'hui, les enfants qui semblent être les plus excellents à l'école sont ceux qui sont passés par cette méthode d'éducation-là. Exact, ce côté un peu ludique, mais pas trop. Effectivement, pas parce trop. Que sinon, l'enfant risque d'être dispersé. Exaucé, est-ce que tu penses, de ce que tu observes, que ça va être facile d'aller dans ce sens-là aujourd'hui sur le continent avec la mentalité, évidemment la mentalité africaine? Est-ce que tu penses que ça va être facile de tendre vers ce côté-là, sachant qu'en Afrique, on a un peu le culte de la personnalité, parce que papa, ça reste papa. Donc, dire à papa, vas-y, viens, on joue, est-ce que toutes ces choses-là ne freinent pas un petit peu le fait que nous puissions aller dans le même sens que Ruben? Je pense pas. Déjà, en Afrique, on a nos cultures à nous. Ouais. Et en Europe, ils ont leur. Mais comment adapter ce que Ruben vient de dire en Afrique? Est-ce que c'est possible déjà? Ça dépend des familles. D'accord. Nous n'avons pas tous les mêmes familles et nous n'avons pas les mêmes éducations. Et la même connexion aussi. La même connexion. Ouais. Après, en Afrique, il y a des problèmes de séparation. Donc du coup, soit tu grandis avec ta mère, soit tu grandis avec ton père, soit tu grandis avec ton oncle. Donc chacun donnera une éducation. La personne qui est en face de toi, qui te donne une information pour ton bien, tu le vois, est-ce que, on a tendance à le dire verbalement et puis dans le sens de la rue, est-ce que tu es mon père? Est-ce que tu es ma mère? Pourquoi tu me dis ça? Tu as quel droit sur moi? Et puis ça joue sur l'enfant. Plus tard, par exemple, tu viens à l'étranger ici, là où nous sommes, tu vas comprendre, oui, il avait raison, c'était pour mon bien, et tout et autres. Mais sinon, suivre les Occidentaux à la lettre, c'est difficile. Ouais. Mais la meilleure façon pour nous, pour s'en sortir de ce problème, c'est vraiment juste communiquer avec l'enfant. Ouais, la communication. Comprendre l'enfant. Ouais. Mais c'est difficile, comme sur le dit Régis, papa reste papa. Ah oui, il y a toujours le culte de la personnalité. Parfois l'enfant veut communiquer avec le père. Déjà, quand tu vas
il y a le front déjà qui est là, qui le faut fermer. Bah donc oui, effectivement c'est ça, parce que le message c'est de demander aux parents d'être un peu plus flex, plus relax, plus ouvert. On ne dit pas ouvert dans ce sens que tu vas te rabaisser au niveau de l'enfant comme en Occident, non. Mais bon, ils se rabaissent pas, mais je pense qu'ils essaient juste de comprendre et de s'aligner, mais c'est pas se rabaisser. Non, on peut bien répéter quelque chose à un enfant africain, il va capter. Mais le problème, c'est que il y a un barrage qui est là. Papa reste papa, yaya reste yaya, l'oncle reste l'oncle, et puis c'est difficile pour s'en sortir. Ouais. Il faut d'abord essayer de briser ce mythe-là que celui qui est en face de moi, c'est mon père. D'accord. Et à partir de ce moment, logiquement, tout se passera bien, parce qu'il y a des parents qui peuvent s'énerver tout de suite quand tu viens avec une diplomatie. Il peut s'énerver. Il va pas te donner l'information, et puis bon, tu fais comme à ta guise. Après, il y a des résultats derrière. Ouais, et les choses deviennent un petit peu compliquées dans ce sens-là. Malheureusement, je suis obligé de vous interrompre. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette première partie d'émission. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour aborder la deuxième et dernière partie d'émission. On parlera de la colère. Est-ce possible de ne pas s'énerver? Vous en saurez un peu plus tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Après la répétition en première partie, nous allons à présent aborder la colère. Est-ce possible de ne pas se mettre en colère, de s'énerver? Ruben, je me tourne vers toi. La colère, comment gérer ce sentiment noir selon toi? D'accord. Donc déjà, la colère, il faut souligner, comme tu l'as dit Régis, que la colère, c'est un sentiment. C'est un sentiment qui aujourd'hui peut nous pousser à poser des actes ou à faire des choses qu'après on peut se mettre à regretter. Et donc aujourd'hui à la question de savoir s'il est possible de ne pas se mettre en colère, je dirais que je vais répondre à demi-teinte. Parce que tout dépend de la situation, tout dépend de l'humeur qu'on a initialement, tout dépend également de la personne à qui on fait face. Tout dépend également de la situation qu'on est en train d'affronter, bien évidemment qui peut déterminer si à ce moment on est à même de retenir sa colère ou de se mettre en colère. Donc pour vraiment insister dessus, la question de savoir si on ne peut, oui ou non, jamais se mettre en colère, je dirais oui et non. Oui ou non, justement parce que cela dépendra de la situation ou de la personne ou même de l'humeur qu'on a justement affrontée au moment où cela se passe. D'accord. Monica, la colère, c'est vrai, on nous parle souvent du self-control, cette capacité à se maîtriser, mais est-ce que c'est vraiment possible de se retenir? C'est vrai que Ruben a parlé de la situation et de la personne en face de nous, mais est-ce que c'est possible vraiment de mettre en avant ce self-control? Alors, je pense que oui. Je fais partie de ceux qui se disent et qui affirment que quelle que soit la situation, quelle que soit la personne, nous avons la possibilité de contenir nos émotions. Parce qu'après, vous savez, on peut être en colère intérieurement aussi, mais ne pas forcément extérioriser par des gestes, des mots, etc. C'est ce qui fait généralement en fait, qu'on se livre à des attitudes qui ne vont pas forcément glorifier qui nous sommes. Oui, mais est-ce que l'un de vous là t'interrompre, mais est-ce que sur le coup, supposons par exemple tu es en train de discuter avec quelqu'un, et est-ce que sur le coup tu commences à mettre en place ces mécanismes-là de self-control, sachant qu'en fait la colère c'est un petit sentiment qui grandit tout de suite. C'est-à-dire que tu emmagasines tout ce que la personne est en train de te dire, et là ça monte. Donc à un moment donné, va falloir extérioriser tout ce que tu as emmagasiné. Oui, je suis d'accord avec cela, mais sur l'instant, vous avez parlé de nourrir. Ouais. Il faudra déjà essayer de ne pas nourrir cette colère-là, en fait. D'accord. Tu peux te retrouver face à quelqu'un qui peut t'injurier, par exemple. Tout dépend de comment tu reçois la chose. Après, je pense que c'est un travail, c'est un travail personnel. Ça se fait pas, je ne pense pas qu'on maîtrise ses émotions de la sorte, automatiquement. C'est un travail personnel, on parle de self-control, si je ne m'abuse. Après, avec le temps, ça va en fait. Tu ne nourris pas forcément la pensée, tu ne nourris pas forcément les sentiments. Et après, pour se vider, tu peux trouver un ami, tu peux trouver un collègue, quelqu'un qui peut t'écouter, vers qui tu peux aller consulter directement un psychologue qui va t'aider. Parce qu'en fait, le psychologue, c'est celui qui va réussir à mettre des mots sur tes difficultés. Le vrai, il va simplement t'écouter. Mais après, ça dépend de la personne. Si la personne a besoin simplement d'une écoute, d'une oreille et pas besoin d'un retour,
effectivement que exaucer peut jouer ce rôle-là. Et en parlant justement de la colère exorcée, est-ce que le fait de s'énerver est toujours synonyme de faiblesse? Est-ce que c'est pas une façon aussi de se protéger? De montrer que, écoute, je suis calme, un peu comme Ruben et comme Herva, mais quand ces personnes se mettent en colère, ce qu'ils veulent également se positionner pour dire, écoutez, je suis calme, mais je sais taper sur la table également. Bon, certains prennent la colère comme un chemin pour ne pas se sentir offensé. En le voyant, il est calme, il est doux, mais il se dit, bon, si je me laisse... je laisse le schéma à tout le monde. Tout le monde va me marcher dessus. Sur moi. Ouais. C'est la raison pour laquelle d'autres font recours à la colère. Mais quand tu lis sa colère, tu sens même pas qu'il est énervé. C'est un gars sympa et tout et autres. Mais je serais d'avis pour dire que la colère, c'est pas un chemin à adopter. Parce que lorsqu'on est colérique, on peut perdre la maîtrise en soi et puis dire ce qui n'est pas nécessaire à dire. Ou conduire à des actes. Effectivement. Après, tu peux perdre un ami comme ça dans la colère. Ouais. Et j'encourage beaucoup des gens qui se fâchent vite à les contenir vraiment, à travailler en eux pour ne pas faire des bêtises. Parce que ce que tu sors, tu ne connais pas le degré de la chose que ça peut provoquer chez la personne qui t'écoute. Donc, travailler en nous, surtout en Afrique, on est vraiment colérique, on a tendance à dire c'est à cause de l'atmosphère, à cause des situations. La situation, on en parlait de la janvieuse, par exemple. Voilà, le mois de janvier qui était très long et financièrement c'était compliqué. Et là, effectivement, il y a certaines situations où on a du mal à gérer. Cette tanière de la colère, vraiment, on doit essayer de la briser en nous. Ce n'est pas nécessaire d'être colérique en face de quelque chose. Tu peux faire passer le message à quelqu'un, tu peux répéter quelque chose en étant dans une bonne mine, la personne va comprendre. C'est pas inutile ou c'est pas nécessaire d'aller prendre la colère comme rempart pour essayer de faire passer le message. Je ne trouve pas nécessaire de ramener la colère dans le cadre de l'éducation, par exemple, ou dans le cadre d'amener quelqu'un à comprendre quelque chose. Sinon, si tu es là à mettre la colère au devant, la personne ne va jamais assimiler. Ouais. Au contraire, ça sera la colère contre la colère. Après, ça sera du n'importe quoi. Il y aura les résultats derrière. C'est peut-être plus tard la personne pourra comprendre, mais au moment où la personne est censée comprendre la chose et que tu mets la colère en avant, c'est fini, tu vas le perdre. Mais c'est clair que quand on est dans un état colérique, on ne réfléchit pas tout de suite dans le bon sens. En parlant de cet état, Herva, est-ce que ça t'est déjà un petit peu arrivé de te mettre en colère au point où vraiment après tu as dû, comme l'a souligné Exaucé, regretter ton acte ou bien les paroles que tu as eu à sortir en étant dans cet état-là? Et c'est à quelle occasion, si tu peux nous partager évidemment à ce moment-là? D'accord. Bon, je pense que j'étais avec une amie, si je me souviens très bien, j'étais avec une amie. Et là, j'avais l'argent du taxi avec moi. D'accord. Et du coup, je ne sais plus trop ce qu'elle avait eu à faire, mais ça m'avait énervée. La première fois, j'ai dû intervenir pour dire non, ce que tu fais, arrête de le faire parce que ça m'énerve vraiment. Elle a insisté et là, je m'étais emportée. Je suis rentrée sachant que l'argent était avec moi. Donc, du coup, je ne sais pas trop comment elle avait fait derrière. Je ne sais pas où elle a pu trouver des sous. On parle des sous pour le transport. Oui. Ok. Et du coup, comment vous êtes arrivé à résoudre ce différend? Est-ce que c'est toi qui es allé vers elle pour présenter des excuses? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as regretté l'acte que tu as posé après? Oui, après j'ai regretté parce que je me suis dit qu'on pouvait ne pas en arriver là. Mais elle était venue vers moi et on avait parlé. Du coup, elle avait compris qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas forcément dire. Et donc, voilà, jusqu'à présent, ça va. Elle sait que quand il s'agit de parler avec moi, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, il y a des choses qu'il faut dire. Donc, c'est bon, je pense que ça va. Est-ce que vu, Monica, la situation, l'exemple donné par notre amie Herva, est-ce qu'on peut dire, sans risque de nous tromper, que le fait de se mettre en colère ou bien de s'énerver, c'est aussi une forme d'éducation? On éduque aussi l'autre en se disant écoute, j'aime pas ça, donc le fait de s'énerver, c'est l'autre doit pouvoir décoder en se disant ah tiens, Herva, elle n'a pas aimé ça, elle n'a pas. Donc c'est une forme d'éducation aussi quelque part, ou bien c'est trop strict comme forme d'éducation? Bon, face à cela, je ne dirais pas que c'est la colère qui tient ou qui porte le vêtement de l'éducation, mais c'est la reprise par contre. Le fait qu'elle ne soit pas simplement rentrée en elle-même pour consommer la chose, mais plutôt de dire à la personne en face que bon tiens, telle chose,
ont tendance à me déplaire et ça peut conduire à, voilà. En fait, le fait de reprendre la personne, je pense que c'est ça l'éducation, parce qu'on a tendance souvent à prendre sur nous. Et ça a tendance à la longue, sincèrement, le fait d'accumuler, après un jour, je vais avoir une personne qui explose de colère. On se dit que, mais il n'y avait rien sur le coup pour susciter une aussi grande colère, mais c'est le fait d'accumuler. Donc je pense qu'elle a bien fait en reprenant son ami. Donc j'aurais parlé de reprise, mais pas tant la colère. D'accord. Ruben, quel pourrait être aussi, parce qu'on parle d'éducation, on parle de ce sentiment noir qui grandit en nous, on l'a tous, hein, ce sentiment noir. Après, évidemment, il faut juste le petit élément déclencheur pour que, effectivement, ça soit verbalisé ou encore représenté extérieurement. Mais ce sentiment noir, quand il arrive dans un milieu comme en entreprise par exemple, quel pourrait être l'impact de fait de tout le temps s'énerver avec ses collègues par exemple ou avec son responsable? D'accord. Donc, tu sais Régis, déjà il y a ce philosophe-là qui disait un jour « Quand toute chose, l'excès est un vice ». C'est-à-dire que dans toute situation, dans tout ce qu'on fait, lorsqu'on a tendance à excéder, on finit par tomber dans une sorte de déni. Et il en est de même de la colère. C'est que plus tu as emmagasiné certaines choses, il y a ce qu'on appelle le principe de la goutte de trop. Tu as tellement emmagasiné que tu le veuilles ou pas, à un moment ou à un autre, tu vas finir par extérioriser ça. Bah oui, et du coup là, le self-control de Monica, c'est difficile d'aller puiser cette accalmie au fond de soi pendant que, voilà, si la vague d'énervement est supérieure à la goutte d'eau de l'apaisement, de l'accalmie, ça devient compliqué un petit peu, Monica. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que aujourd'hui en entreprise par exemple, c'est pas facile hein, parce que les relations sociales sont les relations les plus difficiles. Je dirais même que l'entente entre les animaux, je ne vais peut-être pas aller au sens de dénigrer l'homme, mais semble être beaucoup plus conviviale que l'être humain. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ont tendance à s'énerver pour tout et pour rien, surtout de nos jours dans ce monde où tout le monde est pressé. Et aujourd'hui en entreprise, ça peut être n'importe qui peut nous énerver, ça peut être un supérieur, ça peut être un inférieur hiérarchique. Et la gestion d'une telle colère, franchement, c'est pas très facile. Et moi, je suis de ceux-là qui prônent vraiment le dialogue face à ce genre de situation. Ne dit-on pas que de la discussion jaillit la lumière. Donc, en allant échanger... Et Hervé, elle éteint la lumière. Elle était tellement en colère que voilà, elle a laissé la copine se débrouiller. Non, mais je suis dans le même, je partage ton avis. Il faut vraiment s'asseoir, il faut prendre le temps de discuter. Et si possible, même programmer, si possible, sur l'année de manière échelonnée, ou même dans le mois de manière échelonnée, des situations où on peut se retrouver, discuter et dire des choses. Et pour finir, au-delà du cadre de l'entreprise, aujourd'hui, pour la plupart des étudiants, on vit en colocation. On partage la chambre, la maison avec d'autres personnes. C'est important souvent de s'asseoir, faire un point, de se dire, jusqu'ici, qu'en est-il de notre relation, de nos échanges aujourd'hui? Pour moi, c'est très compliqué en coloc, c'est-à-dire que tu sors, tu as laissé la maison propre, tu reviens, l'autre a fait beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on a tendance à vite s'énerver et parfois ça se termine très mal. Effectivement. Cette situation. Merci en tout cas Ruben pour ces arguments sur la gestion de la colère en milieu professionnel. Mais Exaucé, tu es un sportif et comment le sport peut également nous aider à mieux gérer sa colère? Les gens ignorent le sport en général. C'est pas juste un secteur approprié pour ceux qui jouent du foot. Ça s'arrête qu'au foot, mais le sport est un élément très très important pour essayer de travailler sa psychologie. C'est comme un psychologue sans se rendre compte. Le fait que tu fais des mouvements, ça t'aide vraiment à... Bon, pour ceux qui disent que j'aime sortir pour prendre de l'air. Mais plus que tu pratiques du sport, plus que tu apaises certaines choses et que tu te libères. Mais c'est une discipline aussi. Les karatékas, par exemple, il y a une discipline. Le football aussi, il y a une discipline. Le basket, enfin le sport de façon générale. Restons dans le cadre des arts martiaux. Moi qui l'en a fait, on nous a appris une chose que si tu veux faire des arts martiaux, tu dois contrôler tes nerfs. Celui qui fait les arts martiaux, parce qu'on nous apprend des endroits où tu peux attaquer quelqu'un. Et lorsqu'on part sur le champ, on se rend compte, parce que je me bats avec Ruben par exemple, il y a des manières que je vais l'attaquer et si on se rend compte que je l'ai touché là, je risque d'être mis en prison. D'accord. Parce qu'il y a des choses qu'on nous apprend qu'on ne peut pas pratiquer hors du contexte des arts martiaux. Donc du coup, si tu n'es pas déjà d'avis à contrôler tes nerfs, tu ne peux pas pratiquer les arts martiaux. Et on a vu cette scène avec, je ne sais pas si vous connaissez le boxeur camerounais Francis Ngannou. On a vu un fan qui provoquait en tout cas le sportif dans la rue, mais on savait tous qu'effectivement s'il y avait moyen, si Ngannou réagissait,
c'était soit il y avait mort d'homme ou une situation un peu... Bon, on a vu qu'il s'est beaucoup retenu et c'est justement ce sport qu'il pratique, le MMA, qui demande beaucoup de discipline aussi dans ce domaine-là. Donc effectivement, le sport peut nous aider à mieux gérer sa colère. Mais Monica, il y a aujourd'hui, on va dire, des professionnels, hein, c'est là, ils sont dans le marché et ils exercent un peu beaucoup, que ce soit en entreprise ou bien dans la famille. On appelle ces coachs de gestion de la colère. Est-ce qu'il faut beaucoup tendre vers ces personnes-là pour essayer de mieux gérer sa colère ou bien? Alors, ce serait une idée. Ouais. Voilà, tant qu'à faire, si on a des professionnels, des personnes formées pour, nous pourrions en profiter, que ce soit en entreprise, autant pour moi. Oui, parce qu'il y a même des séminaires, séminaires sur des gestions de colère et de la colère. C'est important. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments que l'on ignore, même souvent sur nous-mêmes. Par exemple, je pense avoir assisté à une des conférences qui apprenait, par exemple, certains signes de ton comportement. On va te dire que si tu fais très souvent tel geste, en fait, c'est parce que tu as du mal à contenir ta colère. En fait, il y a des petits éléments que l'on ignore et voilà, c'est le moyen pour nous de découvrir tous ces éléments. Après, voilà, on peut se tourner souvent vers certaines pratiques. Il y a le sport, il y en a qui font du yoga. Ouais, la méditation. La méditation. Ouais, ça va. Voilà. Mais après, il faut partir d'une volonté. D'accord. Sans volonté, je ne pense pas qu'on puisse accomplir grand chose, autant pour moi. Donc, il faut d'abord reconnaître qu'on a ce problème, d'accord ? Reconnaître que la colère est un problème en nous, vouloir changer les choses avant de s'adonner à une quelconque activité, sinon il n'y aura pas forcément les fruits. D'accord. Herva, ça va, tu reconnais, t'es colérique un petit peu. Est-ce que toi, ces procédés-là t'intéressent ? La méditation, le yoga par exemple, pour mieux gérer ta colère ? Est-ce que ce sont des activités où, voilà, facilement, tu peux y aller? Je dirais non. D'accord. Déjà. Mais comment tu gères ta colère, toi, alors, du coup? D'accord. Tu payes pas le taxi, c'est ça? mais comment tu gères ta colère? Je préfère partir. Si je suis à un endroit, je sens que je commence à m'énerver et tout. Je préfère me retirer, partir et voilà. J'essaie d'être seule un moment et puis le temps de me reprendre et puis je reviens. D'accord. Ruben, est-ce que la solitude, c'est vraiment un moyen efficace pour gérer sa colère? Ou bien c'est simplement une forme de prison dorée? C'est-à-dire que le fait de se retirer en étant seul, on se dit, bon, ça va, mais la vérité, c'est qu'on ne soigne pas grand-chose quand on est seul. Oui, effectivement, parce que par rapport à ce que Monica a eu à dire, plusieurs pistes de solutions nous sont offertes aujourd'hui pour nous permettre de pouvoir gérer la colère. Et je suis de ceux-là, lorsque je m'énerve, j'ai tendance à devenir très calme. Lorsque je sens en moi cette colère qui monte, j'ai tendance à devenir très calme, parfois même à me retirer un moment. Mais je sais que ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Pour moi, ça peut passer. C'est-à-dire par cette méthode-là du retrait un moment, ça peut me permettre aujourd'hui de surmonter ou de dépasser ma colère, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Ouais. Il y a d'autres personnes qui ont vraiment besoin de faire un travail de fond, parce que c'est un véritable phénomène aujourd'hui. Surtout, j'insiste vraiment avec ce monde dans lequel on vit, tout le monde est pressé. Tout le monde vraiment est influencé par la technologie. Tout ce qu'on voit aujourd'hui est susceptible de nous énerver. Ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui, le fait de se retirer un moment, ça peut participer à calmer la colère, mais ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. D'accord. Le voyage, Monica, enfin, les loisirs, le fait de voyager, ça peut aussi à un moment donné, voilà, parce qu'en général, quand on est en colère, est-ce qu'on a emmagasiné beaucoup d'informations néfastes? Et là, tu l'as souligné également, on l'a souligné sur ce plateau. Est-ce que le fait d'extérioriser tout ça par le voyage, par exemple, ça peut aussi être un procédé pour mieux gérer sa colère, par exemple? Oui, je pense que... Après, il faut avoir des moyens aussi. Mais bon. Voilà, il faut faire à la hauteur de ses capacités. Mais j'aime bien le fait qu'on revienne tous sur quelque chose. On parle de gestion, on parle jamais d'élimination ou d'éradication de la colère. Ça ne se fait pas en fait. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre personne, de notre caractère. Après, les loisirs nous aident aussi dans la détente. Voilà, on essaie de se détendre, de se mettre à l'aise. Mais je pense que l'une des clés principales pour la gestion de toute émotion forte, c'est la communication. Parce que, comme on l'a dit, le fait d'accumuler, de garder tout ça en nous, en fait, c'est ce qui fait justement les débordements qui vont se justifier par des actes incontrôlés, etc. Mais c'est surtout la communication, trouver le moyen, la force, le courage de pouvoir extérioriser ce qui nous déplaît de manière à enseigner à notre entourage, justement. Parce que c'est un travail d'équipe, je pense. Tout ce qui nous énerve ne vient pas toujours de nous-mêmes, c'est notre entourage, etc. Mais je pense que si on trouve le moyen, par des efforts, de pouvoir enseigner, j'ai envie de dire, à notre entourage ce qui nous déplaît, je
pense qu'avec beaucoup d'amour et de patience, on peut s'entraîner de manière à éviter justement de tomber dans ces situations de colère et autres. Ouais. Alors, les amis, je pense qu'on a peut-être déjà assisté à une situation comme ça, la colère, la gestion de la colère en famille. Il est dit, en préparant effectivement cette thématique, qu'en fait, sur le continent, la colère a tendance un petit peu à désorienter les plus jeunes. La colère en famille, on a tous assisté à une scène où papa s'est énervé contre maman ou vice-versa, et que cette colère a déteint sur l'enfant. Là aussi, quand on parle de gestion de colère exaucée, c'est de façon plus large, c'est-à-dire même papa, maman a besoin de gérer aussi sa colère et de dire qu'en fait, le fait de m'énerver, je suis en train, sans le vouloir, de contaminer, bien de transférer mes émotions négatives à ma fille ou bien à mon enfant, et du coup, demain, l'enfant peut être désorienté dans ce sens-là. Donc c'est vraiment une sensibilisation plus large que cela, mon cher exaucé. Alors comme je le disais tout d'abord, c'est la colère en Afrique. C'est un truc qu'on doit briser. D'accord. Mais comment? Vous avez dit la communication, d'accord. Mais est-ce que c'est suffisant, la communication? La clé de briser la colère en Afrique, c'est communiquer. D'accord. Et nous, on n'en a pas. Comparé aux Occidentaux, nous, Africains, on communique rarement avec nos enfants. Et les conséquences sont là. On rentre dans des chemins qui n'étaient même pas prédestinés pour nous parce que on manque de communication. Aujourd'hui, manque de communication induit au manque d'orientation. On s'oriente mal et on voit que... Oui, on n'a pas de repères. On n'a pas de repères, oui, en quelque sorte. Donc du coup, dans la famille, les parents ont du pain sur la planche pour communiquer envers les enfants. On n'est pas des magiciens pour savoir ce qui se passe derrière, seulement s'il n'y a pas une bonne communication. Une bonne communication apporte ses fruits. S'il n'y a pas la communication entre l'enfant et les parents, l'enfant se perd carrément. Ouais. Et après, ça dépend de la manière que les parents eux aussi, ils ont tendance à impliquer le message à nous les enfants pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Mais bon, eux, ils font recours à leur âge, ils font recours à leur ancienneté, que non, nous, à notre époque, il y avait ci, il y avait ça. On n'est plus dans la même époque, les époques ont changé. Les réalités ne sont plus les mêmes. Donc du coup, ce que je pourrais apporter dans ce point de la colère dans la famille, la communication. On doit vraiment communiquer entre nous. Ça nous manque et ça désoriente et ça coupe une famille. On voit que le père est à gauche, la mère est à droite, les enfants sont à l'est et ainsi de suite. Le manque de communication au centre dans la famille, c'est vraiment important. Ouais. Donc du coup, j'encouragerais à ceux qui vont nous suivre après cette émission de faire naître la communication dans la famille. Parce que si sans communication... De travailler leur self-control. Sans communication... il faut aller dans ce sens-là, de travailler ce self-control. Mais Ruben, c'est un peu plus large. C'est vrai que ce que Exaucé vient de dire, c'est très pertinent, mais c'est souvent difficile de demander à nos parents d'aller, par exemple, se disputer ailleurs. Mais est-ce qu'ils ne gagneraient pas à le faire pour ne pas choquer les enfants, justement, s'il y a des disputes? Il y a, par exemple, leur endroit conjugal qui est la chambre, où ils peuvent facilement, on va dire, se mettre en colère sans forcément avoir un impact négatif sur les enfants. Est-ce que le fait simplement de se mettre en colère, mais devant les enfants, peut également, comme je l'ai souligné, désorienter leur progéniture? Oui, effectivement, parce que vous savez, aujourd'hui, le premier modèle des enfants, c'est leurs parents. Exactement. C'est-à-dire, l'enfant, il a tendance à reproduire dans la société ce qu'il a vu chez lui. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, des familles où véritablement les parents ont tendance à se disputer devant les enfants, non seulement c'est un très mauvais témoignage qu'ils sont en train de renvoyer, mais en plus, c'est une très mauvaise éducation qu'ils sont en train d'inculquer aux enfants. Ouais. Aujourd'hui, prenons le cas de notre pays, combien d'enfants aujourd'hui sont plongés dans la débauche, dans l'alcoolisme, mais ça ne vient pas de loin. Comme on dit, le danger ne vient jamais de loin, c'est là au village. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu tendance à voir ce qui s'est passé avec les parents. Oui, parce que tant qu'on a des parents démissionnaires, on le dit souvent, il y a d'abord l'éducation de la maison, ensuite l'éducation de l'école, malheureusement il y a l'éducation de la rue et des réseaux sociaux aujourd'hui aussi, effectivement. Ça, il faut le mentionner. Effectivement, mais aujourd'hui moi je pense que l'éducation la plus importante c'est celle qu'on reçoit chez nous. Exactement. On reçoit chez nous. Et moi je pense qu'aujourd'hui je vais aller également dans le sens de conseiller les parents, s'il vous plaît, lorsqu'il y a un souci, lorsqu'il y a une mésentente, une incompréhension, retirez-vous. L'univers tout entier n'est pas censé savoir qu'aujourd'hui vous avez un souci.
Et ce n'est pas un très bon témoignage, franchement, que vous renvoyez aux enfants, que de devoir, comme ça, vous discuter devant eux. Et donc, s'il y a un souci, retirez-vous. Discuter, dialoguer tranquillement. Et de cette manière, vous êtes non seulement en train de protéger le noyau familial, mais vous êtes également en train de protéger vos enfants par rapport à l'influence qu'il y a dans ce monde actuellement. Exactement. Herva, est-ce que c'est quelque chose, on va dire, à laquelle tu es très sensible, le fait aujourd'hui, par exemple, de ne pas assister, de voir des gens qui se disputent, qui se mettent en colère devant toi? Est-ce que tu as cette envie parfois d'aller jouer, on va dire, à celle-là qui peut, on va dire, calmer le jeu? Comment tu perçois souvent des disputes, par exemple, le fait que les gens se mettent en colère devant toi? Bon, déjà, c'est quand même assez compliqué parce que moi-même, déjà, j'aime me mettre en colère. Ouais. Mais bon, ce que je peux faire, c'est plutôt demander aux personnes de se calmer parce que la colère, franchement, c'est déjà quelque chose de pas bien. Il peut arriver tout genre d'accidents, donc du coup, je préfère dire aux gens qui se mettent vraiment en colère d'essayer de réfléchir deux fois avant de s'emporter et tout. Voilà, de poser des actes qui demain auront des conséquences assez lourdes. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission, ça allait très vite. On remercie Exaucé d'avoir participé à Génération News. Je rappelle que tu es étudiant en réseau informatique. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Un message, une personne à saluer, peut-être papa, maman, un petit coucou du côté du Congo, c'est bien ça? Ouais, tu veux saluer quelqu'un en particulier? Ouais, je veux saluer la famille Mika. D'accord. La famille Ngoma et puis... Voilà, toute la famille. Toute la famille, voilà, de façon générale. Ruben, étudiant en droit, c'était un plaisir de te recevoir également. Une personne à saluer vite fait avant de clore l'émission. Oui, effectivement, je fais un gros coucou à mon frère et qui est également mon coloc, c'est Prince. D'accord. Donc, je te porte dans mon cœur, mon frère. Bon, voilà, on salue Prince. Herva? À mon meilleur ami, voilà. André Lix. Voilà, au meilleur ami, Monica. Alors, je salue la famille au pays, au D'accord. Gabon, papa, maman, et ici, je salue le centre d'évangélisation Béthanie. Bon, d'accord, on salue tout le monde. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.